Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir le studio Tamani pour vous informer. Crise scolaire, attaque de Djoura, journée de la francophonie, 3 sujets à l'ordre du jour de ce forum de la presse qui reçoit 3 éditorialistes de la presse malienne. Il s'agit de Youssouf Sissogo de l'hebdomadaire Info 7, Amadou Odiallo, journaliste indépendant qui nous rejoindra d'un moment à l'autre, et Makan Kone de la Nouvelle Libération. Mamadou Bokoum, notre correspondant à Mopti, sera au téléphone. Je suis Issa Fakaba Sissogo pour la présentation de ce débat. Le Grand Dialogue. À Djoura, 26 morts selon certains bilans et de nombreux blessés. C'est donc le bilan d'une attaque survenue la semaine dernière dans cette localité. Makan Kone, vous avez suivi cette attaque. Quelle analyse faites-vous de du déroulement de ces événements? Ok, merci. Et moi, comme ça, je me dis simplement que ça met encore à nu notre incapacité, c'est-à-dire l'incapacité, pas que de l'armée, même de nos autorités d'anticipation. C'est qu'on n'a pas cette culture d'anticipation, les choses tombent sur nous comme cela, et quand ça va, tout le monde pense que ça va et que ça va continuer à aller. Et je crois que c'est comme ça que je vois cette attaque, c'est pas la première. C'est notre manque d'anticipation par rapport à la situation. Notre pays, c'est pas un pays, on n'est pas un pays stable, on n'est pas un pays normal, nous ne vivons pas dans des situations normales, on est un pays en guerre, ça on ne l'apprend pas. Donc on doit se comporter en tant que tel. Mais de la hiérarchie, c'est-à-dire du premier patron de l'armée jusqu'au dernier soldat. Ok. Youssouf Sissoko, manque d'anticipation pour les uns, manque de vigilance pour les autres. Est-ce que cette attaque de Djoura était prévisible? Issa Kaba, permettez-moi d'abord de remercier Studio Tamani pour nous avoir donné l'occasion de décrypter l'actualité de la semaine. Et vous savez, l'attaque de Djoura fait vivre en moi 3 sentiments. Le premier sentiment, c'est le sentiment de désolation. Le second, c'est le sentiment de compassion pour ces soldats-là qui sont tombés, en tout cas sur le champ de l'honneur. Et le troisième sentiment, c'est le sentiment de révolte. Et révolte, pourquoi? Parce que quand tu regardes tous les efforts que l'État a consentis jusque-là pour, en tout cas, faire l'autre outil de défense un bon outil au service, en tout cas, de la population du Mali. Donc, vraiment, ça fait révolter. Et en plus de ça, quand tu regardes toutes ces forces qui sont présentes ici, que ce soit les forces Barkhane, l'aménagement, les forces armées, et qu'il n'y a pas eu, en tout cas, qu'on n'a pas anticipé, qu'on n'a pas vu ces colonnes, en tout cas, de Bamoussa venir, franchement, ça nous fait révolter. Ça veut dire encore une fois de plus qu'il faut réellement voir, il faut voir non seulement le mode de recrutement au sein de l'armée, il faudrait voir aussi les nominations, puisque j'ai comme l'impression que les nominations sont souvent des nominations de complaisance. Et quand tu ne mets pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre chaque fois à des choses comme ça. En parlant de nominations, on a vu les récentes nominations au sein de certaines hiérarchies militaires, et certains Maliens se demandent comment un pays en guerre, les généraux puissent occuper les bureaux au lieu d'être sur le théâtre des opérations. Oui, effectivement. En fait, ce n'est même pas seulement au niveau de l'armée. Même quand tu prends en tout cas les autres postes, je vais parler peut-être au niveau de l'Assemblée. Quand en tout cas un pays en guerre, on met en tout cas quelqu'un qui n'a aucune notion en tout cas dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la défense, et comme président de la commission de défense. Franchement, ça veut dire qu'il y a cette complaisance. Il faudrait vraiment très rapidement que le chef suprême des armées, qui est le président de la République, parce que c'est lui qui est interpellé en premier lieu, qu'il revoie vraiment sa copie pour que nous puissions vraiment sortir de cette crise. Maga, l'attaque de Djoura est intervenue quelques heures seulement après le passage du Premier ministre dans la localité. Pour certains, en tout cas, l'attaque sonne comme un pied de nez aux autorités. Est-ce que vous partagez cette observation de certaines personnes? Oui, absolument. Parce que ici, vous savez, on a cette culture désormais du vernissage. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. On fait semblant que tout va bien parce qu'il ne suffit pas simplement de mobiliser la hiérarchie, les ministres pour aller à Mopti, certains villages et tout, et puis tourner le dos. Maintenant, après le Premier ministre, qu'est-ce qui reste après lui? C'est pourquoi il faut qu'on insiste sur la présence de l'État. Si le Premier ministre...
passe même un mois à Mopti, dans des villages et tout. Si après lui, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'administration, moi je crois que ça ne sert pas à grand-chose. C'est pourquoi ce n'est pas la première fois. À chaque fois que les gens pensent que c'est une coïncidence malheureuse, les gens essaient de comprendre pourquoi, à chaque fois qu'ils rentrent du centre du pays, il y a des attaques de ces gens. Est-ce que les gens ont raison de faire le lien? Est-ce que l'un explique l'autre? Je ne comprends pas. Non, pas forcément. On ne peut pas aujourd'hui affirmer avec exactitude que ceci explique cela, mais on peut en tout cas faire le constat que c'est les réalités aujourd'hui. On peut se dire peut-être simplement que, puisque l'État veut faire croire aux populations qu'il est là, disons, excusez-moi, nous, on va prouver que non, il n'y a pas d'État, que c'est nous qui gérons cette zone du pays. Tout le monde sait aujourd'hui qu'au-delà des Ségou un peu, il n'y a pas d'État. C'est ça, malheureusement. L'absence de l'administration, l'absence de l'État. C'est sur cela qu'on doit insister, fondamentalement. On va rester dans la chronologie des événements parce que l'attaque de Djoura est intervenue après cette déclaration de la SEMA qui a décidé de suspendre sa participation au cadre de concertation des acteurs pour la mise en œuvre de l'accord. Là aussi, est-ce qu'un lien est possible? Je vais vous dire exactement ce que le président de la SEMA, El Gabas, m'a dit pas plus tard qu'avant-hier. Il m'a dit qu'il n'y a aucun rapport. Et qu'eux, ils ont simplement constaté que par rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation, le gouvernement malien est en train de violer certaines dispositions. C'est-à-dire que mettre en place des unités spéciales sans leur avis, pour eux, c'est une violation et qu'ils n'ont rien à voir avec l'attaque de Djoura. C'est ce que le président de la SEMA m'a dit en personne. Maintenant, c'est vrai aussi, c'est aussi une coïncidence. Maintenant, le retrait, je l'ai aussi parlé du retrait du cadre de concertation, il a banalisé, il m'a dit que c'est juste une réunion hebdomadaire qui se tient tous les jeudis au ministère. Et que c'est vrai qu'ils sont sortis de ça, mais qu'ils sont encore dans le comité de suivi de l'accord. Donc pour lui, ça n'a pas d'impact négatif sur l'application et sur leur comportement. Mais par rapport à Djoura, il est formel, la SEMA, ça n'engage, c'est lui qui le dit, ça n'engage que lui, il est formel, la SEMA n'a rien à voir avec cette attaque. Ok, donc on va prendre la situation sur place à Mopti où nous retrouvons Mamadou Bokoum. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous suis, Issa. Ok, une semaine après l'attaque de Djoura, vous êtes sur place. Vous pouvez nous dire quelle est la situation sur place? Est-ce que les esprits sont calmes? En tout cas, depuis après l'attaque du dimanche matin, comme vous l'avez dit, il y a eu un renfort qui est arrivé sur le terrain, plus précisément à Djoura là-bas, selon les informations qu'on a recueillies auprès de l'édile de la commune. Alors, avec ce renfort, je crois que c'est l'armée qui garantit aujourd'hui, qui veille sur la population. Bon, dans le cercle de Tenengou, en général, il y a quelques bases qui sont là-bas, notamment à Togré-Koumé, à Tenengou et à Djoura. Donc, je crois que ces bases sont en alerte aujourd'hui. On peut dire que, selon les informations qu'on a reçues ça et là, de la part des autorités communales, administratives, notamment les sous-préfets, plutôt les préfets de Tenengou, que toutes les dispositions sont prises pour vraiment aller au front et veiller sur les populations et leurs biens. Mais l'autre face, c'est une population qui est là, qui a la peur au ventre, parce que une population qui ne peut pas vaguer tranquillement à ses affaires, une population qui est terrée chez elle, qui ne peut faire aucun mouvement de génératrice de revenus, de générateurs plutôt de revenus, une population qui ne peut mener aucune autre activité en dehors de leur village ou en dehors des chefs-lieux de cercle. Donc c'est une population qui a très peur, parce qu'on a vu aussi des gens qui viennent, les forains qui viennent du delta à Mopti ici. Beaucoup de gens ont suspendu leur voyage, donc ça veut dire que les uns et les autres ont tellement peur aujourd'hui que on craint l'extrême pauvreté, on craint la faim dans le delta intérieur du Niger. Du coup, ça peut répercuter sur également Mopti, parce que c'est cette bande-là, la bande du delta intérieur du Niger, qui alimente Mopti, toutes les activités qu'il mène, tous les produits commerciaux. Donc, si cette chaîne est coupée, ça veut dire que c'est une pauvreté totale dans la région de Mopti. Donc, on craint également cette pauvreté qui guette la région avec d'autres mesures sécuritaires qui interdisent la circulation des motos, qui ferment les frontières de Mopti à partir des 18. Voilà, en somme, les faits qui sont là, qui vraiment interpellent plus d'un, parce que la
population n'est pas tranquille en ce moment, malgré les déclarations faites, malgré la mobilisation selon les autorités de l'armée pour veiller sur la population. Mamadou Bokoum, merci pour ce point. Vous restez avec nous pour les autres sujets que nous allons aborder. Nous recevons parmi nous Amadou Diallo, journaliste indépendant. Amadou, on parlait de l'attaque de Djoura et lorsque nous voyons la violence avec laquelle l'attaque a eu lieu. Et ça rappelle une autre attaque qui a eu lieu en Nampala. Et finalement, souvent, on se demande pourquoi les bases de l'armée sont autant surprises pendant ces attaques-là. Merci de me donner la parole. Ce que moi je retiens d'abord de cette attaque, c'est que ça précise quand même, ou bien ça lève des équivoques par rapport à la mort d'Amadou Koufa. Je me dis parce qu'il y a eu un moment de polémique inutile autour de la mort d'Amadou Koufa. Si Ba Agmoussa viennent attaquer dans la zone occupée préalablement par Amadou Koufa, ça veut dire que Amadou Koufa n'existe plus. Donc cette précision étant donnée, vous estimez que l'intervention de Bamoussa, oui, qui intervenait dans la zone de Kidal, ces interventions se déplacent vers le centre, voilà. C'est peut-être pour éventuellement remplacer Amadou Koufa. Absolument, absolument. Je me dis que c'est évidemment ça. Maintenant, par rapport à l'attaque des bases de l'armée, vous savez, il y a plusieurs facteurs qu'il faut analyser par rapport à ce sujet. D'abord, cette fois-ci, quand même, moi, je dis que l'autorité militaire est en faute. Comment? Rarement, je critique la hiérarchie militaire, mais cette fois-ci, je me permets quand même de regarder, de jeter un regard critique par rapport à la gestion de la base. En quoi la hiérarchie est... L'information que moi j'ai reçue, c'est que les militaires étaient installés à l'école et les matériels étaient installés à l'air libre sans protection. Ça veut dire que cette base, ce n'était pas une base armée et organisée par rapport pour la mission. Deuxièmement, les renseignements que j'ai reçus toujours, ces gens-là ont eu tout le temps de se renseigner sur toutes les activités des militaires dans le camp. Or, une guerre se gagne par les renseignements. Donc, ça veut dire que nos gens n'ont pas pris la mesure. Certainement, ils se disent que, bon, on est en train d'aller vers la paix, on est en train d'aller vers la paix. Et donc, ils ne se sont pas donné suffisamment de moyens pour pouvoir contrer une éventuelle attaque. Ce sont ces genres de... Donc, et malheureusement, on est sur un théâtre d'opération. Ces genres de surprises, ce n'est pas à écarter. Okay. Donc, cette fois-ci, je pense que l'autorité militaire doit être vraiment interpellée par rapport à cette tuerie, vraiment. Maintenant, deuxième point de vue par rapport toujours à ce sujet, j'ai dit, je reviens toujours là-dessus, moi je pointe un doigt accusateur sur la France. Parce que le MNLA, jusqu'à présent, le MNLA n'a pas été désarmé. Bag Moussa et de la bande de Iyad ont toujours coopéré avec le MNLA. Le MNLA comme les autres groupes signataires de l'accord pour la paix. Bon, le MNLA, moi je prends en compte le MNLA parce que c'est le cas du MNLA qui pose problème. Jusqu'à preuve du contraire, même le comité de suivi de l'accord n'arrive pas à cadrer le MNLA. Parce que la CEMA n'existe pas pour moi. C'est le MNLA. Okay. Alors, comment on appelle ça, la présumée responsabilité de la hiérarchie militaire, les gens en parlent beaucoup et le président de la République ne fait pas exception à la règle. Hier, au cours d'une cérémonie, il s'est exprimé sur la question et il interpelle la hiérarchie militaire. Je vous invite à l'écouter. Ibrahim Boubacar Keïta. Djoura l'a martyrisé, Djoura l'a torturé, Djoura l'a agressé, Djoura l'a violenté, Djoura l'a surprise. Que non, que ce ne soit plus le cas. Que ce ne soit plus le cas. Que nous ne soyons plus surpris nulle part. Monsieur le chef militaire, je vous y engage instamment, en le nom de la patrie. Nous sommes en guerre. Aucune négligence ne saurait plus être tolérée. En tout cas, je ne la tolérerai pas pour la vie de nos enfants, pour le salut de la patrie. Chacun doit savoir, en quelques lieux où il se trouve, que nous sommes sous des regards qui ne sont pas des regards amicaux, que nos moindres fautes, nos moindres failles seront exploitées. Hélas, pour nous faire un sort, pas toujours le meilleur, le plus funeste. Que cela ne soit plus. C'est nous qui devons apporter de la peur ailleurs.
pas qu'on nous l'apporte à nous. J'espère que mon message est bien compris. Ceci est un mot d'ordre aux forces armées, qu'il soit compris dorénavant, très clairement. Magan connaît le mot d'ordre du président. Pensez-vous qu'il sera entendu par la hiérarchie militaire? Non, moi d'abord, personnellement, je crois qu'il ne sera pas... S'il devait être entendu, il serait entendu il y a longtemps. D'abord, il y a je vais faire deux remarques. Si c'est le président de la République lui-même qui reconnaît qu'il y a une négligence et qu'on a été surpris en tant que chef suprême des armées, moi je crois que c'est très très grave. C'est-à-dire qu'une armée, elle ne doit pas être surprise. Et puis, on ne dit pas que la négligence en termes de militaire, en termes de perte, combien de soldats on a perdu depuis 2000 combien? Depuis 2012-2013. Ça veut dire que tout ça c'était de la négligence. Si aujourd'hui on parle de négligence, ça veut dire que toutes les sanctions doivent être déjà prises. Ça veut dire qu'on a fermé les yeux sur tellement de négligence qui a coûté la vie à tellement de soldats de ce pays, qui a coûté tellement cher à ce pays. Mais souhaitons que le message soit entendu. Mais moi je ne suis pas très optimiste par rapport à l'attitude qui va changer de la hiérarchie militaire et tout. Youssouf Sissoko aussi, le président pense qu'il y a eu de la négligence. Est-ce qu'il faut s'attendre à des sanctions, à des limogeages dans les prochains jours? Et Issa, je suis vraiment parfaitement d'accord avec mon confrère Magan. Moi je pense que le discours, pour moi, c'est du déjà entendu. Et à chaque occasion, à chaque fois qu'il y a en tout cas des attaques de cette nature, le président est sorti émotif, il tient des gros mots et franchement ça s'arrête là. Et normalement, comme il a si bien dit, quand en tout cas il y a de telles choses, la moindre des choses c'est de sanctionner. On doit sanctionner, mais malheureusement, il se limite à des discours, à des beaux discours, mais les discours ne sont jamais suivis d'effets, de sanctions. Et l'attaque a eu lieu dimanche, c'est hier jeudi qu'il est intervenu. Mieux vaut tard que jamais ou bien c'est... C'est-à-dire qu'en fait, nous avons vu sur d'autres tropiques, quand il y a ce genre d'attaque, c'est-à-dire que les 24 heures, les 48 heures qui suivent, il doit y avoir normalement des sanctions. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des actes. Des actes devraient être posés pour justement sonner l'alerte, pour dire que, en tout cas, des enquêtes vont être menées et après les enquêtes, d'autres vont être sanctionnés. Mais à chaud, il devait y avoir franchement des actes. Amadou et Ibeka tapent du poing sur la table. Est-ce qu'il sera entendu? Moi, je pense qu'il sera entendu. Je ne suis pas tellement d'accord avec les deux confrères parce que je prends l'exemple sur le cas de la guerre Mali-Burkina. Le bilan, c'est après le bilan de guerre que les sanctions sont tombées. Des généraux sont tombés, sont dégradés jusqu'au niveau de commandant, des commandants dégradés jusqu'au grade de soldats première classe. Bon, je pense que même ça, avant, il y a eu des sanctions, parce que DJ Dako a été relevé à un moment. Ça, c'est après l'attaque du G5. Voilà, c'est une forme de sanction. Pour avoir une promotion après. Voilà, c'est une forme de sanction, dans tous les cas, c'est une forme de sanction. C'est-à-dire qu'ici, là, aujourd'hui, moi, je pense que le président n'a même plus le choix de sanctionner. Parce que la rue, aujourd'hui, impose une règle. À Nioro, aujourd'hui, les gens sont dans la rue, à Ségou. En parlant des manifestations, on a vu des manifestations à Ségou, Nioro, Dissel. Voilà. Et qu'est-ce que ces manifestations vont changer? Mais c'est une pression. Ça va mettre de la pression sur l'autorité politique et en même temps l'autorité militaire. En tout cas, l'autorité militaire est fortement interpellée par rapport à cette attaque de Djoura, que rien ne peut justifier, à mon avis. Comment on peut amener des militaires, les laisser avec les téléphones sur un théâtre d'opération? Les cas du garde, par exemple, de Sévaré, ce qu'on a appris, il paraît que le garde avait des écouteurs aux oreilles, il était en train de manipuler le téléphone, il était là pour sécuriser la banque. Oui, mais est-ce que ça, c'est la faute directe de la hiérarchie quand le militaire est sur mais d'abord parce qu'on est en autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, l'évolution technologique devait être prise en compte dans la formation des militaires. On doit expliquer aux jeunes militaires en formation ne pas utiliser le téléphone. Surtout que même sur Facebook, aujourd'hui, il y a des messages de sensibilisation par rapport à ça. Moi, j'ai vu un message qui dit « N'écrivez pas à votre frère qui est sur le terrain des opérations. Quand il répond, l'ennemi peut le géolocaliser et ça peut poser problème. » Donc, ça, c'est des trucs de béaba qui devaient être enseignés aux élèves militaires. Donc, la hiérarchie fortement... Une série de manifestations après l'attaque de Djoura, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce qu'il faut avoir peur?
Oui, je voudrais juste apporter une précision par rapport à Didier Dako et la présumée sanction dont mon confrère parle. Ce n'est pas le Mali qui a sanctionné Didier Dako, on sait. C'est la France, c'est en tout cas les membres des autres pays du G5 Sahel qui ont exigé des changements à la tête du G5. Ce n'est pas pour rien qu'ils l'ont relevé. C'est un Mauritanien qui est là désormais, qui ne fait pas attention. Dans le commandement même de l'armée. J'ai dit, non, ce que je voulais dire, on va polémiquer sur ça. Okay. On revient aux manifestations. Ici, tout le monde est d'accord que la culture de la sanction, ça n'existe pas chez nous. Maintenant, pour la manifestation, on a bien raison d'avoir peur. D'abord, c'est pour vous dire que même le message du président d'hier, il n'est pas passé, parce que si le message était passé hier, les gens n'allaient pas manifester. Ça, il n'est pas passé sur... Au sein de la population. C'est-à-dire quand le président parle, comme il l'a fait hier, normalement, même les épouses des militaires devaient se dire, ah, là, le président a parlé, ils sont de voir. Mais le lendemain, le même jour d'ailleurs que le président a tenu ses propos, les gens ont empêché au chef d'état-major de rentrer. Au sein même de la population, il n'a pas été entendu. Il n'a pas du tout entendu. C'est ça. C'est pourquoi les gens ils sortent, ils sont encore en train de sortir. C'est ce que les manifestations, les éventuelles conséquences des manifestations. Non, il faut avoir peur, surtout qu'on est en mois de mars. Hein. Le mois de mars, c'est un mois où il faut beaucoup se méfier. Mais au-delà de ça, il faut avoir peur parce que les crises sont en train de s'enchaîner. Et franchement, les gens commencent à être à bout de souffle. Et si tel est le cas, franchement, les gens vont manifester. Et je pense qu'il faut que le gouvernement prenne très rapidement tous ces problèmes-là à bras le corps et qu'il propose des solutions. Okay. Deuxième thème de ce débat, la crise scolaire. Pas d'école ces derniers temps et pas de compromis entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, donc les écoles paralysées. Avant de faire le point avec nos invités dans le studio, direction Mopti Bokoum. Oui. Est-ce qu'à Mopti, le mouvement des grèves est largement suivi dans cette région? Je crois que est-ce que la région de Mopti n'était pas en grève bien avant le déclenchement de cette grève des enseignants signataires? Parce que déjà, il y a des centaines d'écoles qui sont fermées dans la région à cause de la crise que tout le monde connaît. Et à cela est venu s'ajouter cette grève, mais avant cela, il y a les fonctionnaires des collectivités territoriales qui étaient en grève avec une mesure conservatoire, c'est-à-dire ils ne perçoivent pas le salaire des corps, notamment les enseignants et la santé qui se trouvent logés dans leur budget. Alors, et aussi, ils avaient commencé la grève, ils ont été rejoints par d'autres enseignants avant le déclenchement de la grève des enseignants signataires de Kermel. Donc, je peux vous dire que cette grève a trouvé déjà Mopti, les écoles de Mopti fermées, et je crois que dans toute la région, le mot d'ordre a été respecté. D'autant plus qu'il y a même des cercles qui ont marché, qui ont fait des sittings devant l'administration scolaire, etc. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, depuis le déclassement de la grève jusqu'à aujourd'hui, à Mopti, il n'y a pas d'école partout sur toute l'étendue de la région. Même les écoles privées qui avaient commencé à aller souvent ont été, l'AIM est venu rentrer dans la danse pour les faire sortir, et même la maternelle ne part pas au jardin actuellement. Donc, ce mot d'ordre est vraiment, on peut dire, à 95-99% suivi à Mopti. Comme on n'a pas fait tous les coins des régions, en tout cas, dans tous les chefs-lieux des cercles, les 8 cercles de la région, dans pratiquement plus d'une centaine de communes, tout le monde a observé ce mot d'ordre de grève. En tout cas, le mot d'ordre est bien suivi dans la région de Mopti. Merci Mamadou Bokoum, notre correspondant de Studio Tamani à Mopti. Amadou Diallo, depuis quelques semaines, des écoles paralysées, est-ce que les enseignants font du jusqu'au boutiste, comme disent certains? Bon, par principe, moi, je suis franchement contre les grèves. Toute forme, sous quelque forme que ce soit. Même avec des revendications légitimes. Même avec des revendications légitimes. Parce qu'on est dans un continent, qui a suffisamment de problèmes qu'on puisse perdre de temps par rapport pour des revendications. Est-ce que je suis d'accord que est-ce que quand on voit ce qui se passe autour, quand les anciens voient autour de ce qui se passe autour d'eux, est-ce que ça leur donne l'impression qu'on a réellement des problèmes? J'ai dit, à l'école, on apprend à l'élève de ne pas regarder dans la copie de son voisin.
ce n'est pas simplement, ne pas copier la copie. C'est une attitude qu'on veut faire apprendre à l'enfant de ne pas regarder dans la poche de son voisin. Oui, ça c'est lui inculquer les vertus. Mais là oui, il s'agit des relations employé-employeur. Je suis d'accord avec vous, Issa. Je suis d'accord avec vous. Je dis, non, moi, par principe, je rapporte. Non, ouais. Je rapporte. Je dis, mais moi, par principe, je suis contre la grève. Par contre, hier, j'ai vu quelque chose au quartier du Fleuve. Il y a une école là-bas, l'école internationale africaine. Ça m'a vraiment sidéré. Et là, j'interpelle fortement la haute bourgeoisie qui pense qu'elle est à l'abri. Ah non, quand la case brûle, c'est la case de tout le monde qui brûle. Si on ne cherche pas à éteindre le feu, on pense qu'on peut sauver son enfant. Ah non. C'est-à-dire qu'on a amené des policiers pour protéger leurs enfants. Leurs enfants contre qui? Les enfants du Mali. C'est tous les enfants du Mali qui ont des problèmes. Et c'est tous les Maliens qui doivent trouver des solutions aux problèmes des enfants du Mali. On ne peut pas sauver son enfant et laisser l'autre. Parce que quand même un enfant bien formé, et s'il n'y a pas d'emploi pour lui, c'est un investissement perdu. Donc moi je dis, quand le problème se pose, il faut regarder de façon globale, chacun trouve son compte là-dedans. Et la crise de l'école aujourd'hui, c'est une crise qui interpelle toutes les consciences maliennes. Sous quelque forme que ce soit, les gens doivent se donner la main pour trouver. Donc, selon vous, les enseignants doivent s'asseoir à leur À mon avis, ils doivent sauver l'école. Ça dit qu'il ne faut pas regarder le terrain de vie de l'État, le terrain de vie. Je dirais, je m'excuse du terme, mais je dis c'est égoïste. Ce n'est pas comme ça avec des soirées arrosées, ce n'est pas comme ça qu'on résout des voyages somptueux. Vous savez, Issa, ce n'est pas comme ça qu'on résout un problème de l'État. Okay. Moi, je pense que un enseignant a la même latitude d'ailleurs d'apprendre à l'enfant de ce voleur-là. De façon pédagogique, ton père est en train de voler et il compromet l'avenir de ton avenir à toi. Ça, c'est mieux que de regarder avec égoïsme, je m'excuse du terme, mais avec égoïsme, le terrain de vie de l'autre. C'est pas bon. Et Youssouf, le rapport est possible des enseignants qui réclament de meilleures conditions de vie selon eux. Je suis surpris, avant de répondre à votre question. C'est un enseignant qui jette en pâture d'autres enseignants. Non. C'est surprenant. En fait, je pense que le gouvernement a péché encore par manque de méthode. Et si je dois peut-être blâmer les enseignants pour avoir été, comme vous l'avez si bien dit, jusqu'au boutiste, il faut reconnaître que l'État aussi a sa très grande part de responsabilité dans la crispation même de la situation. Puisque quand tu regardes les revendications des enseignants, qui sont au nombre de 10, et sur les 10, on dit que 6 ont eu en tout cas d'accord. Et il y a eu un accord partiel avec le 7e point et 3 de désaccord. Mais quand tu parles comme ça à l'opinion va penser qu'il y a un manque de volonté de la part des enseignants, puisque sur 10 points, on a satisfait déjà 6 et un point d'accord partiel. Donc normalement, les professeurs doivent reprendre le chemin de l'école. Posé comme ça, ce n'est pas vrai. Et quand tu regardes les 3 accords qui font les 3 points qui font l'objet de désaccords, ce sont les principaux points en réalité. Et c'est ces points-là qui tiennent vraiment à cœur les enseignants. Maintenant, quand le gouvernement essaie de faire de la communication, moi je dis c'est très mauvais. De 2, quand on parle de grève des enseignants, franchement, quand tu compares les enseignants du Mali aux autres enseignants de la sous-région, les conditions sont lamentables. De 2, quand tu compares les enseignants... Pour certains, lorsqu'on fait ce parallèle-là, c'est simpliste, parce qu'ils demandent qu'on s'interroge aussi sur la responsabilité de nos enseignants par rapport à ces enseignants-là qui, semble-t-il, seraient dans les meilleures conditions. Voilà. On a toujours reproché à nos enseignants de ne pas donner mieux dans l'école publique, mais d'aller tout donner dans l'école privée. Et je vais juste vous donner un exemple. Quand j'étais à l'ENSUP, il y a un professeur de l'université de Dakar qui venait nous faire méthodologie de recherche. Et il a fait 2 ans, de la 3e année à la 4e année. Et chaque année, il venait pratiquement avec un livre. On a eu la curiosité de lui poser la question pourquoi les enseignants, le professeur, les chercheurs n'écrivent pas au Mali. La réponse a été quoi? Il dit mais ce qu'on donne à vos enseignants, c'est des per diem. Alors qu'à l'université de Dakar, il y a même en tout cas un fonds pour ça. Okay. Mais quand tu regardes les conditions de travail en tout cas de nos enseignants, on ne peut vraiment pas les accuser de ne pas être performants, quoi.
Alors, le Premier ministre n'a pas forcément le même avis. Il estime que l'État n'a pas les moyens de satisfaire toutes ces revendications. Nous allons l'écouter dans ce reportage de Amadoun Amamaïga. Ce n'est pas qu'une question de décret, mais d'argent. Et aujourd'hui, l'État ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est en ces termes que le chef du gouvernement malien a répondu aux différentes revendications des différents syndicats, principalement la synergie des syndicats signataires du 15 octobre. Soumeilou Boubé Mega. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, moi je préfère ne pas, je veux bien faire plaisir à tout le monde, mais je peux prendre d'engagement que je ne peux pas tenir. La synergie des syndicats n'est pas d'accord avec ces propos. Selon un de leurs responsables, les enseignants n'ont jamais dit de tout régler et tout de suite. Il faut juste qu'on s'entende sur quelque chose de concret, explique-t-il. Sambou Djadje Fofana. Et même si on se mettait d'accord, alors nous n'exigeons pas d'avoir un règlement financier tout de suite sur l'année 2019. Cela peut être un accord sur janvier 2020 et une partie aussi sur janvier 2021. Donc, tout est possible en ce moment. On n'est plus qu'à 3 mois de la fin de l'année scolaire 2018-2019 et il n'y a toujours pas de sortie de crise. L'année blanche est sur toutes les lèvres et les parents d'élèves perdent de plus en plus l'espoir. On connaît l'État n'a pas les moyens de satisfaire les revendications. L'État ne peut pas dire ça. En fait, vous avez gouverner, c'est aussi un peu d'humilité. Ici, on nous parle de deuxième ou troisième économie de la sous-région. Tous les jours, on croit que l'économie, le budget est bon, tout est bien. Quand un État chante ça sur tous les toits, tu peux après venir dire qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Et puis tu as parlé du train de vie de l'État lui-même. Moi, certains ont parlé du train de vie de l'État. Non, c'est que moi, je le dis, parlons même du train de vie de l'État. Il y a ça aussi que les gens voient, que les enseignants voient. Et surtout que tous ces gens, excusez-moi, qui se pavanent, qui se tapent la poitrine, c'est parce que des gens les ont enseignés. On sait aujourd'hui, socialement même, quelle est la place de l'enseignant dans la société. Qu'est-ce qu'on dit depuis qu'on est tout petit aux enseignants? En Bambara, la craie mougouni papier. C'est-à-dire la craie, la poudre de craie et le papier. Ce qui veut dire que non, c'est pas la peine, quoi. Or, si on est là aujourd'hui, nous tous, à parler français, à dire des choses, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sacrifiés pour nous enseigner. Donc moi, je crois qu'il n'y a que l'État, à mon avis. Le monsieur nous a parlé tout de suite qu'il ne demande pas tout de suite. Je crois qu'ils ont fait quand même des efforts. Pour quelle raison l'État ne peut pas travailler sur la durée, discuter avec les gens tranquillement. Comme je dis, tout est question d'humilité, parce que les gens, apparemment, ils ne réalisent pas ce qui se passe. S'ils pensent que ce que les enseignants demandent, réclament est cher, quand on aura ce que l'année blanche coûte à un pays, ils n'ont qu'à faire la relation et savoir combien ça nous coûte en termes de pertes, même financières, à un pays. Des élèves qui vont perdre une année pour un pays, quoi. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Amadou, à quelques semaines, on peut le dire, de la tenue des examens de fin d'année, comment sauver l'école? Juste une question de bon sens. De la part de qui? De la part de tout le monde, de tous les acteurs. Et aussi bien l'État que les syndicats. Chacun doit regarder dans la bonne direction. La bonne direction, c'est l'avenir des enfants. Pourquoi moi je suis souvent sidéré? Depuis 1991, Moussa Traoré est tombé à cause des revendications. Il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Entre-temps, il y a eu des améliorations. Mais figurez-vous, le niveau d'un élève de la 3e année, sous Moussa, est nettement meilleur au niveau d'un élève de la 6e année maintenant. Donc, à quoi ça a servi toutes ces améliorations? Est-ce que les gens ne doivent pas se regarder un peu dans le glace? La baisse du niveau, est-ce que c'est forcément la responsabilité de ces enseignants-là? Bon, c'est la responsabilité de qui? D'abord, en premier lieu. Pour certains parents, ça peut être le système scolaire. Le système scolaire repose sur qui? L'élève et le maître. C'est l'État qui... Non, c'est d'abord l'élève et le maître. De l'éducation. C'est d'abord l'élève et le maître. S'il y a un système d'organisation, c'est pour les deux acteurs d'abord, l'élève et le maître, l'apprenant et celui qui est chargé de l'apprendre. Donc, si le niveau baisse, la première responsabilité forcément incombe à l'enseignant d'abord, qui a failli à sa mission. L'enseignant, il enseigne, mais la politique est élaborée. Bamako ici, moi j'ai fait pratiquement tout mon premier cycle à Bamako ici. J'ai commencé dans des écoles avec des pailles.
Et les gens ont dit, il y a toujours de pléthore dans les classes à Bamako. Moi, je n'ai pas fait une seule classe avec moins de 50 élèves. Mais pas avec la double vocation ou encore la pédagogie convergente comme on le voit dans... Je n'ai pas... La pédagogie convergente a commencé en 88. C'est la démocratie qui a tué l'école en réalité. La pédagogie convergente a commencé en 88 avec la méthode expérimentale dans les écoles. Ça a commencé en 88, selon ça. Okay. Et ça fait des résultats. Je dis tout simplement que les gens arrêtent un peu d'être trop, de centrer tout sur leur ego. Qu'on regarde aussi l'avenir des enfants. Youssouf, comment sauver l'école? Est-ce qu'un compromis est possible entre les deux? Oui, moi je pense que rien n'est encore perdu. C'est vrai qu'on dira que pédagogiquement, le retard ne peut plus être comblé. Mais moi je pense que si on veut bien, on peut vraiment sauver l'année. Mais je demande en tout cas au président de la République lui-même, puisque pour moi le gouvernement a montré ses limites. C'est vrai qu'il est le chef de l'exécutif, mais je crois que comme il a fait avec les magistrats, il peut faire la même chose. Appeler les syndicats, leur tenir en tout cas un langage de vérité. Mais ce langage de vérité aussi suppose, comme vous l'avez si bien dit, que l'État accepte de réduire aussi son train de vie. Parce qu'avec ce que nous voyons, franchement, demander aux anciens, en tout cas, parce que le pays est en crise, de surseoir momentanément à leurs revendications. Et au moment où on voit justement des choses qui se passent tout autour de ces anciens-là, franchement, ils ne vont pas accepter. Donc, que le président de la République accepte de descendre pour, en tout cas, rencontrer les syndicats, leur tenir un langage de vérité et peut-être promettre, si possible, en tout cas, dans un délai raisonnable, en tout cas, la satisfaction de leurs revendications. Troisième thème de ce forum de la presse, 20 mars, journée de la francophonie. Cette journée est célébrée dans un contexte de débat mené par certains qui souhaitent que l'on fasse la promotion de nos langues nationales. Amadou Diallo, selon vous, à quoi sert la francophonie aujourd'hui? La francophonie... Bon, je peux poser la question autrement. À quoi sert la francophonie entre les mains de la France? Est-ce qu'elle est entre les mains de la France? Elle est carrément entre les mains de la France. La francophonie ne fait la promotion à aucune langue africaine. Au contraire, la francophonie asphyxie nos langues. Et tel qu'on on voit, moi, je peux rappeler une petite histoire. Et ça, c'est l'ancien ministre de l'Information et de la Communication, Youssou Traoré, qui m'a fait cette confidence. Il m'a dit, une fois ils sont allés au Canada, par rapport à la francophonie, c'était sur l'alphabétisation. Ils ont dit, les Français, la délégation française, a semblé se dire qu'il n'y a pas question de permettre au Mali de développer l'alphabétisation telle que ça s'est passé à l'époque. Et on a vu le déclin depuis. Pratiquement, je suis bien placé pour le dire, pratiquement aujourd'hui... Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'on doit se débarrasser du français? Bon, moi, je ne suis pas totalement du français, mais quand même... À côté du français, faire la promotion de nos langues. Permettre à nos langues de développer notre pays. Parce qu'aucun pays ne peut se développer avec une autre langue. Ce n'est pas possible. On peut se lérer, mais ce n'est pas possible. Okay. Maga, comment promouvoir nos langues nationales à côté du français? Ou vraiment le français, il faut vraiment le laisser de côté, hein? Non, je ne crois pas. Maintenant, pour la promotion de langue, ça c'est, comme disent les Anglais, ça c'est up to us, ça c'est notre travail à nous. Tout est tard, c'est-à-dire au Mali aujourd'hui, on ne peut pas vouloir à la France de faire la promotion du français. Nous, c'est une question de volonté politique, c'est à nous de faire la promotion de nos langues, de faire parler nos langues à l'école. On faisait ça à un moment donné, je ne sais plus si on... Maintenant, moi je crois que c'est juste une question de volonté politique. C'est à nous. Maintenant, la francophonie, le rôle de la francophonie aussi, c'est de faire la promotion du français. Et en tout cas, tous ceux qui ont les pays qui ont le français en partage et tout et tout. Donc, elle n'est pas inutile en réalité. C'est à nous de faire la promotion du Bambara, du Fulfulde, du Sora et tout et tout. Okay. Donc, maintenir le français, mais à côté, promouvoir nos langues. Comment cela est possible en prenant en compte, en les prenant en compte dans notre système scolaire? Oui, ça va dépendre en tout cas de la volonté politique de nos autorités.
Et je pense que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, la France, et c'est de bonnes guerres, la France veut tout simplement garder sa suprématie, en tout cas sur le pays qu'elle a colonisé. Et ça, c'est de bonnes guerres. Mais moi, je pense à côté de ça, comme ils l'ont si bien dit, il faudrait qu'on fasse la promotion de nos langues nationales. Je pense que sur ce plan-là, le Mali est en train peut-être d'aller dans ce sens, parce que même quand tu regardes les médias, il y a beaucoup de débats qui se font maintenant dans nos langues nationales. Et ça, c'est déjà un pas déjà. Et je pense que quand on aura fini avec le combat avec le franc CFA, franchement, le second combat que nous devons mener aussi, c'est la promotion de nos langues nationales. Et très rapidement, direction Mopti. Mamadou Bokoum, on sait, Mopti, c'est à la fois le centre du pays, mais c'est aussi un carrefour des langues. Et quelle est la place de nos langues nationales au sein de l'administration publique là-bas? Bon, comme vous l'avez dit, Mopti, c'est une région cosmopolite, c'est vrai. Il y a pratiquement la majeure partie des langues nationales qui sont parlées ici. Bon, la place de nos langues, elle est importante parce que si tu vois qu'on parle même de la mauvaise gouvernance de ceci ou cela, ça veut dire que les textes qui sont élaborés dans la langue française ne sont pas traduits dans les langues locales pour que les uns et les autres puissent comprendre le contenu. Peut-être il y a certains textes, même si la population savait ce qui s'y trouvait, donc ça va être un problème. Donc, ils ne veulent pas que la population comprenne ce qui se trouve dans les textes. Deuxièmement, ici à Mopti, tu vas faire 1000 rencontres. Si c'est avec la langue française, tu n'auras que moins 2 ou 3% des gens qui vont te comprendre. Donc moi je crois qu'il est temps maintenant, il est temps de réfléchir sur comment exploiter nos langues locales dans le système de l'administration et comment les exploiter et jusqu'à quel niveau. Je crois qu'on ne peut pas s'en passer du français. Déjà, c'est la langue officielle, c'est dans la constitution malienne, à moins qu'on change cette disposition de la constitution. Donc, dès l'instant que c'est même inscrit noir sur blanc dans la constitution que le français est la langue officielle, donc on ne peut pas s'en passer. Mais ce qu'on peut faire simplement, c'est de quand même réfléchir sur comment mieux exploiter nos langues locales, surtout dans une zone comme Mopti qui engorge pratiquement la majeure partie, presque toutes les langues même du Mali, parce qu'on parle pratiquement une dizaine, quinzaine de langues locales à Mopti ici. Donc c'est très important de revaloriser ces langues nationales. En les revalorisant, on permet à la population de comprendre comment gérer le pays, qui doit faire quoi et quelle position, comment on appelle, quelle disposition il faut prendre pour faire face à tel ou tel problème. Moi, je crois que c'est très intéressant de revaloriser ces différentes langues au niveau Merci Mamadou Bokoum. Il nous reste 3 minutes, le temps d'aborder rapidement la question de la corruption et les récentes déclarations du président du patronat ont relancé les débats sur la corruption au Mali. Amadou Diallo, vous avez suivi cette déclaration, cette sortie que certains jugent très musclée contre le président de la Cour suprême. Elle change quoi en réalité? Rien. Franchement, rien. Parce que je m'excuse, c'est rien parce que l'approche n'est pas bonne. Youssouf Sissoko, vous êtes aussi d'avis que... Vous êtes aussi du même avis. Oui. Je crois que nous avons fait ce débat-là hier. Et je pense que ce que Mamadou Sinsi a fait mérite d'être encouragé. Et je pense que franchement... Et même s'il n'a pas les preuves? Oui, c'est-à-dire que moi j'étais dans la salle, Diallo n'était pas là-bas. C'est pas ça le problème. Quand on faisait cette conférence débat. Et je pense que c'est par rapport à une question qu'un confrère lui a posée. Et sinon, il ne voulait même pas donner le nom d'une personne. Mais il dit, en tout cas, ils ont fait un travail. Et ce travail a été fait pendant des longs mois. Qu'il a toutes les preuves et qui vont même engager, en tout cas, des procédures judiciaires contre, en tout cas, ces gens-là, les 200 personnes qui sont des véritables obstacles, en tout cas, pour l'épanouissement du secteur privé. Alors, depuis cette déclaration, officiellement, l'intéressé lui-même n'a pas réagi, mais l'institution qu'est la Cour suprême a réagi. Est-ce qu'il y aura d'autres rebondissements? Qu'est-ce qui explique d'ailleurs ce silence de Tapili? Non, je me sens Tapili. Moi-même, la réaction de l'institution, je l'ai trouvée un peu molle, en fait, en réalité, parce que c'est quand même une accusation très grave contre une institution de la République qu'on qualifie de premier corrompu de la République. Et je crois que par rapport aux preuves, Koulibaly, c'est pas quand même
C'est quelqu'un aujourd'hui qui est connu. Il n'est pas, excusez-moi, il n'a aucun souci mental pour avancer de telles accusations publiques sans preuve. Au-delà de ça, il dit qu'il a une liste de 200 personnes. On entend les autres 199 personnes. Et puis bon, maintenant, moi je crois que comme on dit, il n'y a pas de corrompu, il n'y a pas de corrupteur. Maintenant qu'il commence aussi à nous parler de corrupteurs. Je crois que c'est important qu'il s'intéresse aussi aux corrupteurs. Et face à la corruption, concrètement, quel doit être le rôle de la justice aujourd'hui? Oui, mais si la corruption même atteint en tout cas cette proportion-là, c'est parce que la justice a failli. Et je pense qu'il faut que la justice s'assume et qu'elle applique en tout cas, qu'elle soit en tout cas là pour jouer le rôle de sentinelle. Merci. Que la justice s'assume. C'est ce qui met fin à ce numéro du Forum de la presse de Studio Tamani, présenté par Issa Fakaba Sissoko, mes invités Youssouf Sissoko de l'hebdomadaire Info 7, Amadou Diallo, journaliste indépendant, Magankone de la Nouvelle Libération. Merci à Mamadou Bokoum, notre correspondant à Mopti, et un clin d'œil à nos auditeurs de la radio Kaural de Mopti. À la régie vidéo Salim Djouara, et régie technique nous dirait. Merci d'avoir suivi ce débat. Bonne soirée chez vous. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.